Bonjour à tous. Pour la petite histoire, Angérone, en fait, c'est la déesse des secrets qui est en charge de soigner la douleur. Et Angérone, on est spécialisé dans la protection, dans la sécurisation des solutions connectées. Et on aborde la sécurisation juridique et les comportements utilisateurs en lien avec la technologie. Donc je vois que le juridique est quand même une préoccupation dans le monde du tout connecté. Donc je vais vous parler du RGPD et de la Smart City. Parce que j'aurais pu vous faire un bilan, le RGPD, un an après, mais l'applicatif RGPD et Smart City, vu que ça nous concerne et que c'est notre quotidien, j'ai pensé que c'était pas mal de pouvoir développer la confiance dans les usages numériques. Alors déjà, le RGPD n'est pas un règlement qui a été mis en place pour enquiquiner le monde. En fait, c'est un règlement européen qui est d'application directe dans le droit national. Pour la petite histoire, il n'y a pas de scoop, réel scoop pour les Français, parce qu'on avait quand même une loi de 78 sur la protection des données personnelles qui était présente mais très peu utilisée. Et finalement, en matière de prévention des risques, pour sensibiliser les acteurs, il n'y a rien de mieux qu'à un moment donné de leur dire qu'il va falloir formaliser les choses parce que vous êtes toujours des gros dégueulasses. Donc, on parle beaucoup d'hygiène informatique, mais on va pouvoir aussi parler un peu d'hygiène juridique. Et prendre conscience des risques en les formalisant, ça oblige des fois à passer à l'acte. Dans les entreprises, on le connaît très bien avec le document unique sur la prévention des risques professionnels. Et on va dire que le RGPD, c'est un petit peu notre document unique de la prévention des risques informatiques. Donc le règlement européen dit très clairement que le RGPD est mis en place pour protéger les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, pour susciter la confiance et pour développer l'économie du numérique en Europe. Donc, il faut tout de suite penser à chaque fois que c'est là pour le bien-être des citoyens. La Smart City. La Smart City, c'est la ville plus adaptée à nos besoins, c'est celle qui va nous faciliter le quotidien, et pour cela, ça suppose des mutations technologiques, organisationnelles et sociétales. Donc forcément, si on implique de la technologie dans le quotidien, il va falloir un petit peu développer l'information et la sensibilisation des citoyens, parce que sinon, on va avoir des freins aux usages, et si on a des freins aux usages, on va avoir des tensions. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour développer les usages numériques et améliorer le quotidien de chacun. Le fonctionnement d'une Smart City, idéalement, ça doit être pensé de manière globale et pas par silo. D'un côté, je vois mon transport connecté, d'un autre côté, je vois mon problème d'éclairage urbain. Non. Idéalement, la Smart City doit être pensée au global avec ses infrastructures et réseaux, les capteurs et objets connectés qu'on va placer au centre de la ville intelligente et les smart data, plateformes de services, en gros la gouvernance des données, comment on va gérer tout cela. Mes chers collègues vous l'expliqueront plus en détail. Donc une donnée personnelle, je suis quand même un petit peu obligée de définir les mots clés. La donnée personnelle, c'est tout ce qui permet d'identifier ou de rendre identifiable un individu. Et là, mes collègues vous expliqueront comment le big data peut rendre identifiable un individu et que c'est pas parce qu'une base de données est anonymisée au départ qu'en recroisant les données, je ne vais pas retrouver la personne. Donc attention dans les points de vigilance, puisque le RGPD est clair, une personne qui devient identifiable, eh bien le RGPD s'appliquera. Traitement, alors ça aussi c'est fun, c'est toute opération qui concerne ma donnée. Toute opération, ça veut dire juste pouvoir la lire. Donc ça, c'est le petit truc et astuce, c'est que quand j'ai mes salariés qui partent à l'étranger et qui lisent leur boîte mail à l'étranger, d'un seul coup, je me retrouve avec un transfert en Union européenne, et le RH, non mais écoute, tu as ton droit des connexions, déconnecte, te connecte pas sur le serveur de l'entreprise quand tu n'es pas là, parce que sinon, moi j'ai du transfert hors UE, et là, tu m'as mis de l'emploi. Donc, où le DSI gère ça avec ses accès. Consentement. Alors là, ça c'est fun. Ça, c'est la problématique des développeurs. Comment je m'organise pour recueillir les consentements? Eh bien, le consentement, c'est toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque. Par là, donc déjà là, c'est pas mal dans les critères juridiques à satisfaire.
il faut une déclaration ou un acte positif clair. Donc le par défaut, on oublie. Un acte positif, c'est un clic. Ça va être considéré comme acte positif. Mais en plus, le consentement, pour l'obtenir, il faut avoir donné une information claire dans un langage compréhensible par tous. Par tous. Même par le premier des imbéciles, il doit comprendre ce à quoi il consent. Et là arrive le problème aussi du consentement et de l'avis éclairé, du consentement éclairé, quand on parle de silver economy, des personnes vieillissantes ou des personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc là aussi se pose le problème de la Smart City et du RGPD et du consentement, et que finalement on crée des objets connectés mais on oublie qui sont les utilisateurs. Mais c'est pas grave, aujourd'hui ce que j'entends c'est non mais en fait il n'est pas en capacité de comprendre, donc je ne lui demande pas son consentement et je ne l'informe pas parce qu'il ne peut pas comprendre. Oui, mais le RGPD est clair, c'est à toi de t'adapter à ton utilisateur et tu dois faire en sorte qu'il comprenne, ou son représentant lui-même. Donc forcément, il y aura un impact sur les cahiers des charges. Vous savez, la documentation, vous ne devez pas forcément. Les acteurs. Là, je reviendrai dessus s'il y a des questions, mais en gros, ce qui est important, c'est le responsable des traitements, parce que c'est lui qui porte la responsabilité. Donc c'est lui qui va définir pour quelle finalité il va organiser sa collecte, et derrière, il va organiser aussi les moyens. Le sous-traitant, c'est celui qu'on doit contrôler qui vous dit « Oui, oui, je fais tout bien ». Non, mais il ne fait pas tout bien, il faut qu'on contrôle. Donc les relations avec les sous-traitants sont aussi à surveiller et le RGPD vérifie et en cas de contrôle, on vous demande si vous êtes bien assuré qu'il faisait bien les choses correctement. Principes généraux, je passe très vite dessus parce qu'en 10 minutes, le RGPD c'est un peu compliqué. Donc, la finalité, on collecte de la donnée pour des motifs licites et légitimes. Enfin, il faut des choses autorisées par la loi. Donc, ma base de données de trafiquant de drogue, c'est pas licite. Enfin, si je suis trafiquant avec mes clients, ça c'est pas super clean. Donc, la finalité, c'est pour obtenir des consentements. Je dois savoir pourquoi la donnée est collectée. La pertinence, ouais, parce que le but, c'est de minimiser la collecte. À quoi ça sert? Mais ça, c'est les boîtes de marketing. Ils amassent, mais après, ils vous disent que c'est au cas où un jour ça serve. Non. Plus je ramasse et plus j'ai des risques. Donc, on limite la collecte. Et en plus, c'est un peu plus green IT sur les serveurs de minimiser la collecte. Conservation. Attention sur la conservation des données, parce qu'on peut avoir un intérêt légitime à garder la donnée, même au-delà d'une relation contractuelle. Moi, je conseille de garder les données tant que le contentieux n'est pas éteint. Donc, tant que les délais de recours ne sont pas épurés, et on attend. Les droits, il faut informer les utilisateurs de leurs droits. Donc, accès et à qui ils doivent contacter pour exercer les droits dans l'entreprise. Donc, là aussi, se pose le problème de la gouvernance des données, et dans la Smart City, c'est le gros souci. Parce que les collectivités territoriales ont tendance un petit peu à oublier qu'ils sont responsables de tout vis-à-vis de leurs électeurs. La sécurité. Donc, bien sûr, il faut sécuriser les données. Mais ça, c'est pas un scoop, hein, c'est depuis 1978, mais bon, apparemment, on le redécouvre. Donc, mes collègues vous en parleront. Donc, le RGPD concrètement, quelles sont les obligations? C'est déjà de faire un point sur toutes les données qu'on doit collecter, les consentements, les finalités, les documents obligatoires. Le minimum, c'est d'avoir 3 registres. Le registre de traitement des données qui montre toute la traçabilité. Le registre des sous-traitants qui vous permet de vérifier qu'ils font tout pas bien et que ça vous permet de renégocier vos contrats au passage. C'est pas mal. Comme ils font tout pas bien, voilà. Et puis le registre des incidents. Ensuite, un plan de gestion de crise, parce que vous pensez à la continuité de l'activité et la continuité du service. Si vous êtes concerné, l'étude d'impact de vie privée, c'est pas mal, parce que là, on se rend compte que son fournisseur fait du travail parfois pas forcément tout clean. Donc l'étude d'impact de la vie privée, c'est plutôt pas mal. Et le délégué de la protection des données, dans certains cas, il est obligatoire. Ça peut être un plus quand on en a les moyens. À quoi doit penser le responsable de traitement? Est-ce que j'ai le droit de faire ce traitement? Est-ce que j'ai les consentements? Quelles sont les données personnelles strictement nécessaires?
comment vais-je effectuer la collecte, quels sont les traitements que je vais effectuer, à qui vais-je transmettre les données collectées. Et là aussi, on se rend compte que des fois, nos fournisseurs logiciels avaient mis des petits trackers à notre insu. Ça fait du bien un peu de vérifier tout ça. Et combien de temps vais-je les conserver? Donc les enjeux de la Smart City, je vous dirais que c'est la sécurisation, Privacy by Design, Law by Design, parce que le juridique, suivant votre secteur d'activité, le droit va influencer un petit peu les technologies que vous devrez utiliser. Le délégué à la protection des données, de toute façon, au niveau de la Smart City, il est obligatoire. La gouvernance des données, c'est bien de faire un point dans les structures sur qui est responsable et comment ça se passe. Donc la chaîne de responsabilité, on en parlait sur le véhicule autonome, mais pas que. De toute façon, la chaîne de responsabilité, il faut clarifier les choses. L'éthique, pour susciter la confiance. À partir du moment où vous allez être transparent, c'est que vous êtes sur de bon, Voilà, il faut être transparent. Respecter les droits fondamentaux des personnes. On en reparlera avec Willy. Et les usages responsables et raisonnés du numérique. À un moment donné, ça fait un petit peu de bien de remettre un petit peu d'éthique dans cette société. Et finalement, le numérique ne déshumanise pas la société. Il peut peut-être nous permettre de réhumaniser notre société en réabordant les problèmes éthiques qu'on avait eu tendance un petit peu à oublier ces derniers temps. Donc finalement, le RGPD, c'est pas mal. Super. Ingrid, oui, c'est bon pour toi? Voilà. Alors, merci. Alors, donc du coup, nous allons donner la parole donc, à Bertrand Denis. Du coup, je vous lance la... Ça, c'est pas grave. On n'a rien vu. Oui, donc en complément de ce qu'a dit Ingrid, moi je voulais faire un petit focus sur la démarche Privacy by Design autour des Smart Cities, parce qu'effectivement dans l'RGPD il y a d'autres volets que l'aspect Privacy by Design, c'est-à-dire intégrer la protection des données dans les projets. Dans l'RGPD, on a d'autres aspects, gestion de crise, incident, avoir un délégué à la protection. Mais l'idée là, c'est de faire un peu ce focus-là, puisque dans la Smart Cities, pour justement mettre en place les Smart Cities, on a besoin d'ouvrir les données. Et donc, qui dit ouvrir les données, collecter en masse des données, il faut se soucier de la sécurité dès la conception de cette ouverture de données. Donc là, je rappelle juste simplement ma présence en fait sur un des pôles de Thales. Il y a plein de pôles chez Thales, vous en doutez, vous êtes à la structure. On est plus, nous, ici en haut à gauche, sur la gouvernance et la conformité. C'est du coup tous les aspects d'aide sur les entreprises à mettre en place leur conformité, soit à des référentiels comme le RGPD, le LPM, la loi de programmation militaire pour les organismes d'intérêt vitaux, mais aussi aider des DSI ou des RSSI à mettre en place de la gouvernance, de la gestion de crise et bien entendu le volet important, sensibiliser et former à la cybersécurité. Alors qu'on a d'autres acteurs chez Thales, dans d'autres unités, qui vont mettre en place ces solutions techniques, logicielles et faire les tests de techniques d'intrusion. La Privacy by Design, donc du coup pour les Smart Cities, c'est l'idée de se dire, à un moment donné, on met en place un projet de Smart City, on va collecter pas mal de données, on va essayer d'évaluer les impacts, on va essayer de limiter le traitement, ça a été dit tout à l'heure, se dire aussi, s'assurer qui accède aux données, pour combien de temps, et finalement de tenir des registres, s'assurer quels sont les acteurs clés qui vont être en responsabilité. Donc là par exemple sur un chantier pur RGPD, si on n'était pas en Privacy by Design, j'aurais 3 niveaux de priorité et un ensemble de livrables sur des chantiers de gouvernance, de traitement ou autres. Sur la notion de Privacy by Design, je vais faire quand même un focus. C'est pas le focus, savoir si en haut à gauche on a besoin de nommer un DPO ou en bas à droite d'avoir un registre de violation. C'est d'autres aspects sur cartographier les données et voir un petit peu ce qu'on collecte et pourquoi. Donc du coup, c'est assez facilement identifiable dans les aspects de RGPD. Là, il y a plein d'articles pour dire que finalement, l'RGPD est très vaste et moi, je vais vraiment faire un focus sur différents articles du RGPD. Smart City, en fait, l'idée, quand on est en Privacy by Design, le premier point essentiel, tout acteur, même à votre niveau en tant que particulier, c'est déjà de se dire, par rapport à la définition qu'on a fait une grille d'avant, les données qui vont être collectées, même si on parle en Smart City d'avoir à anonymiser les données qu'on va manipuler,
il y a quand même toujours un peu un doute, c'est de se dire, est-ce que je veux avoir des données sensibles? S'il y a données sensibles, si déjà j'ai une donnée personnelle, on identifie tant que telle, une donnée personnelle, elle peut être directe ou indirecte. Si on n'a que des noms, des prénoms, elle paraît directe. Si on a juste un nom, un numéro de matricule interne dans votre entreprise, elle paraît indirecte, mais finalement, en recoupant avec une autre table un autre élément, on retrouve facilement les éléments. Donc, vous avez identifié que c'est une donnée personnelle. Donc, là, on est sur un processus, attention, vigilance. On va essayer d'un niveau plus bas. Est-ce que c'est une donnée personnelle qui, en plus, est sensible? Si elle l'est, la CNIL recommande des analyses d'impact, que je reviendrai dessus après, qui vérifient un petit peu les conséquences de différents événements redoutés, que je listerai, sur la personne. Contrairement aux analyses de risque qu'on évoquait comme tout à l'heure, EBIOS ou autres, où on va voir les impacts sur l'organisme, la structure, là c'est sur la personne. S'il y avait fuite de données ou autre, quel impact financier, organisationnel sur la personne. Donc là, de toute façon, il y a un travail à faire. Donc Smart City, données personnelles, données sensibles, gros travail déjà, on ouvre les indicateurs au rouge, on doit faire une analyse plus poussée. On y reviendra. Mais il y a d'autres aspects, on verra après. Donc là, c'est les différentes caractéristiques de données personnelles. Il y a plein de sous-familles, je passe facilement. Quand on est en mode Privacy by Design, donc à l'initialisation du projet, idéalement avant même d'avoir commencé à développer l'applicatif, on essaie d'évaluer l'impact, puisqu'on a identifié qu'on avait des données personnelles, plus ou moins sensibles, sur ce projet. En T1, le deuxième niveau, on va analyser les exigences relatives à la CNIL sur ce projet. Puis en 3, dans les études de ce projet, on va intégrer des solutions d'architecture, mais des solutions organisationnelles, la gouvernance, qui fait quoi, les aspects juridiques, pour créer et intégrer ces éléments de contrainte au cahier des charges. Plus tôt c'est créé, plus tôt c'est intégré dans le projet, plus c'est facile. Puis après, effectivement, on met en œuvre les solutions. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous évoquer chaque point, mais l'idée générale. Quand on initialise un projet en Smart City et qu'on va intégrer la dimension RGPD, on doit se poser la question de savoir quel est le rôle de chaque composant qui va composer la Smart City, donc une brique modulaire quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est pour collecter? C'est un module passe-plat qui ne fait rien de plus. Est-ce qu'on collecte des données caractère personnel ou sensibles? Je vous l'ai évoqué. Les sources de données, comment on les a collectées? Toute cette open data où on a beaucoup de données pour la Smart City, on va sans doute avoir X sources de données. Sont-elles fiables, sécurisées? Qui en émettent? Donc il faut se poser toutes ces questions-là, quitte à faire. Je le dis souvent, moi je trouve qu'un schéma vaut bien des discours, on l'a vu dans les séquences d'avant, de faire des schémas avec les liaisons entre tout l'écosystème, les partenaires, les flux, pour mieux comprendre les données. On identifie les responsables de traitement, parce qu'à un moment donné, il faut bien responsabiliser des gens qui collectent, qui manipulent de la donnée, et sur quel composant, quelle plateforme. Donc ça, c'est les éléments. Une fois qu'on a fait un petit peu ces brainstorms pour identifier tout ça, on met dans un dossier de sécurité projet, on va identifier s'il n'y a pas des sous-finalités, parce que les finalités, ça peut avoir une dimension assez macro. On va voir s'il n'y a pas des sous-finalités plus techniques ou métiers. Est-ce qu'on n'a pas des échanges hors Union européenne? Vous savez bien que le RGPD, dès qu'on va être hors Union européenne, il va encore y avoir un déclenchement d'autres contrôles complémentaires. Vigilance. Ingrid l'a évoqué, les sous-traitants partenaires, c'est pas que ce soit le maillon faible, mais ils sont souvent acteurs. Rares sont les structures qui sont en capacité de tout faire par eux-mêmes. Et on peut avoir mis beaucoup de bienveillance, vigilance en tant que telle dans nos structures, mais pas vis-à-vis des partenaires qu'on n'a pas assez challengés. Et finalement, le maillon faible, il est là. On a une utilisation soit différente des données, soit un manque de responsabilité, donc il faut encadrer. Et puis, on l'a dit avec Ingrid tout à l'heure, il faut identifier les droits des personnes qui sont appliquées. Ils ont le droit d'accéder à leurs données, la rectifier et autres. Est-ce que notre projet dans la Smart City est en capacité à répondre à ces attentes? Si demain quelqu'un veut faire jouer son droit d'accès à la donnée, si on a collecté des données, qu'on a stocké dans des clouds droite à gauche, il y a tellement d'acteurs et que ça devient une nébuleuse en tant que telle, finalement, est-ce qu'on va être en capacité à mettre une chaîne en place pour répondre à un droit d'accès, sachant qu'on a 30 jours pour y répondre? Donc si vous avez multiplié des acteurs internes, externes, pour collecter de la donnée, et vous ne savez pas déjà identifier les acteurs qui peuvent vous remonter la donnée, ça va être un peu compliqué. Et autrement, au moment du déploiement, c'est là qu'on voit les aspects qui me concernent un peu plus, c'est effectivement d'identifier pour un Smart Cities avec la RGPD, quelles sont les conditions de stockage et d'exploitation de la donnée. On va définir les mesures de sécurité et autres associées à la donnée. Donc on va voir qui accède, pour combien de temps, pour pouvoir tracer, parce qu'il peut y avoir fuite, il faut pouvoir investiguer, donc on veut savoir tracer qui s'est connecté et quand, et évaluer réellement le niveau de risque. Donc en fonction
de toutes les études préliminaires dont j'évoquais tout à l'heure, si on voit qu'il y a vraiment un risque, et ça c'est à identifier avec les métiers, s'il y a un risque pour les personnes dont on collecte les données, ou même pour la structure, on mène une analyse de risque plus poussée pour voir un petit peu où on va. Ça c'est primordial. Pour autant, c'est pour ça que je vais revenir sur ce document, sans faire de la publicité à la CNIL. C'est abordable pour un ensemble d'acteurs qui soient plus ou moins techniques dans la salle ou ailleurs. La CNIL a édité un document sur les mesures de sécurité autour de la donnée personnelle RGPD. Il y a différentes thématiques assez simples. On voit les aspects, il faut penser habilitation, voir les droits, mettre des droits utilisateurs-administrateurs, éviter les comptes génériques. Il y a des volets dans ce document sur comment on encadre les développements, comment on encadre la sous-traitance, la minimisation des champs de données qu'on va collecter. Donc je vous invite à regarder ce petit fascicule qui fait que quelques dizaines de pages, tout au plus, 20 ou 30 pages, et qui est vraiment bien fait, sur lequel je m'appuie. Ça, je passe. En gros, l'idée, ça aussi, c'est de se dire, analyse d'impact, c'est assez flou, mais c'est volontaire. La CNIL a vu quand on a de la donnée sensible, il y a 3 éléments redoutés qu'elle identifie, sur lesquels chacun doit mener une analyse. C'est de se dire, j'ai un événement redouté d'accès légitime à la donnée. Soit on y accède en lecture ou pour la voler. Soit il y a une modification de la donnée, volontaire ou par erreur humaine, de quelqu'un qui accède à la donnée, chez le sous-traitant hébergeur, ou il y a une disparition de la donnée. Là, c'est éventuellement votre data center, crash, inondation et non-récupération. Mais pour ces cas-là, il faut penser à savoir quelles sont les menaces, donc source de risque, un attaquant qui est un petit geek chez lui à capuche et qui essaye, un État ou autre. Quelles sont donc les sources de menaces, quels sont les types d'impact sur la personne. Et en fonction de ça, on se fait un maillage de tous les scénarios de risque. Sont-ils vraiment vraisemblables et auront-ils un impact grave sur les personnes? Et après, on se pose les bonnes questions des mesures. D'accord? On reviendra après, il y aura un rétexte qui sera fait, mais l'idée c'est de se dire, moi je fais souvent des schémas comme ça, très modulaires. J'ai un projet quel qu'il soit, Smart City, je fais des briques modulaires qui parlent à un ensemble d'acteurs. J'ai un abonné au service, vous voyez, DCP, données à caractère personnel. J'ai de la donnée chez l'abonné, l'éditeur de la solution a de la donnée, le responsable de traitement aussi. Il y en a chez l'espace client web en ligne, il y en a dans la base de données chez l'hébergeur du cloud, il y en a dans les mails, parce que dans les mails, il y a la base de données. Donc j'ai de la donnée partout. Donc je dois me poser la question, qui y accède, pour combien de temps, est-ce que j'ai sécurisé les accès, sont-ils chiffrés, anonymisés? Et en se posant toutes ces questions-là, au fur et à mesure dans des projets de privacy by design, les acteurs métiers et techniques doivent pouvoir me répondre. La donnée, elle est là, j'y ai réfléchi aux canaux de communication, je l'ai pour un certain nombre j'ai une durée de conservation qui est établie, et je me pose ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif qui était prévu en Smart City est compatible avec ces éléments-là? On voit que la donnée, elle est un peu partout, et je veux pouvoir la maîtriser. Donc ça, c'est l'idée de l'intégration en mode privacy. Moi, je me fais des petits tableaux comme ça, où il y a différentes thématiques, authentification, traçage, et aux éditeurs, hébergeurs et acteurs, je leur pose des questions. Donnez-moi un niveau de réponse, quelle prise en compte au niveau de mot de passe, ceci, cela. Tout simplement, je mets en rouge quand je trouve que le niveau n'est pas fiable. Je leur envoie après un autre tableau où je leur donne les mesures qui seraient idéales. Hein, je vous laisse lire de manière très rapide un petit peu des préconisations. Et ils regardent vis-à-vis du projet dans quelle mesure on peut intégrer ces contraintes-là. Voilà, tout simplement. Je finis sur une petite anecdote où je faisais des études Privacy by Design RGPD avec un client qui finalement à un moment donné met le haut là en disant on a un délai court, on veut un produit sur étagère, c'est most value au product, va pas trop non plus mettre de contraintes. Donc c'est toujours la réalité terrain entre mettre des contraintes et ne pas vraiment baisser le niveau de héroïque du projet. Donc, par rapport à ça, j'essaye de trouver des techniques. Je finirai sur ça. Du coup, sur un projet, je trouvais que l'architecture choisie du projet n'était pas bonne. On mettait la base de données sur le serveur web, totalement exposée. Il y avait une contrainte, comme je vous l'ai dit avant, où on ne pouvait pas tout choisir. J'avais des enjeux business de mon client. Ben moi, j'ai compensé par des petites évolutions, demandé à l'éditeur un petit changement de mot de passe plus compliqué, des logs pour filtrer les accès et autres. Et pour 2000 € d'options sur un projet qui en valait 20 ou 30 000, j'ai pu compenser par des compléments, à défaut d'une architecture fiable dès le départ. Il y a aussi des pratiques qui aient trouvé un terrain d'entente. Voilà. Merci beaucoup. Et on va passer au troisième intervenant, donc Louis Lambert. Ouais.
Bonjour à tous. Alors, je vous propose justement, donc la transition est toute trouvée avec les deux présentations précédentes, un retour d'expérience sur un projet qui va mettre en œuvre différentes thématiques abordées, notamment par rapport aux données sensibles qu'on peut traiter dans un projet numérique. Alors donc, je m'appelle Louis Lambert, je dirige la société Odovia, qui est une jeune société innovante qui s'est construite sur 3 piliers. Donc l'optimisation des transports, la traçabilité et le développement durable, qui sont 3 sujets qu'on va retrouver dans tous les projets de Smart City. Donc à la base, Odovia s'est construit sur 3 piliers et dans le secteur des travaux publics, quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça, sur lequel on a vraiment travaillé l'optimisation des flux de transport, l'idée étant de trouver le meilleur schéma logistique tout en prenant en compte les contraintes environnementales et sociétales. Dans ce cadre-là, on a aussi mis en place toute une chaîne qui va permettre de tracer l'ensemble des trajets et par exemple à la fin d'un chantier, être capable de justifier par où sont passés les camions, où est-ce qu'on a pu emmener les déchets et d'où sont par exemple venus les matériaux qu'on a employés sur un chantier. À ce moment de la présentation, vous pouvez vous dire mais quel est le rapport avec le sujet initial qui était le transport d'enfants handicapés. C'est un petit peu comme ça qu'on sait. Donc voilà un petit peu le type d'activité qu'on peut avoir en ville ou à la campagne. Comment est-ce qu'on passe finalement à un projet on va traiter de la donnée sensible, puisqu'on parle de transport d'enfants handicapés. En sachant qu'effectivement, ce n'est pas notre cœur de métier initial. Alors avant de rentrer un petit peu dans les détails de la démarche qu'on a pu mettre en place, je vais vous contextualiser un petit peu le projet. Donc l'idée, c'est effectivement, on a des enfants qui sont répartis dans une aire urbaine, et la question c'est comment est-ce qu'on les transporte jusqu'à le lieu où ils vont être pris en charge dans typiquement un IME qui va les prendre en charge pour leur scolarité. Donc on a du transport collectif adapté, donc avec des capacités de prendre des enfants en fauteuil. Donc on a, de par notre expérience sur l'optimisation, pu développer des algorithmes qui allaient permettre du coup d'optimiser ce transport-là. Les objectifs du projet, de façon très résumée, c'est bien sûr de réduire le coût économique pour les établissements qui prennent en charge le transport. Petite ordre d'idée en passant, sur un établissement de santé qui accueille des enfants, on parle de 30% du coût est pris en charge et dépensé par rapport au transport. Bien sûr, diminuer l'impact environnemental, parce que qui dit moins de kilomètres parcourus, donc diminution des émissions de CO2, et puis l'amélioration de la qualité de service. Donc effectivement, le public est très attaché, effectivement, sur des personnes handicapées, à être pris en charge par la même personne à la même heure tous les jours. Donc là, on est vraiment sur le volet purement technique. Pour amener à bien ce projet, on implique 3 types d'acteurs: établissements de santé, opérateurs de transport et usagers. Vous voyez peut-être où on commence, où je veux en venir. Par rapport à notre projet de transport d'enfants handicapés, ce sont les données. Effectivement, on va se retrouver avec 3 typologies de données à intégrer dans l'outil informatique. Des données de santé, puisqu'effectivement, pour optimiser le transport, il faut qu'on sache à minima si l'usager est handicapé ou non, s'il y a des troubles autistiques. Donc des données qu'on va devoir collecter, stocker et exploiter pour alimenter l'algorithme. On va bien sûr traiter des données de géolocalisation, puisqu'on va devoir savoir où sont les véhicules, qui ils transportent, où est-ce qu'ils vont. Et puis enfin, on a une autre problématique un peu transverse, qui est effectivement, on va transporter des enfants pour lesquels on va devoir mettre en place un consentement de la part de leur tuteur. Parce que l'idée aussi, c'est que ce soit les familles, les tuteurs, et aussi accès à l'information pour qu'ils sachent où est le véhicule qui transporte leur enfant. Ce qu'on a mis en place, c'est donc une démarche de privacy by design. Alors là, je vais mettre un petit bémol, c'est notre interprétation du privacy by design qu'on a mis en place pour ce projet précis. On l'a résumé en trois cadres. Un premier, étude du cadre juridique en amont. Un deuxième volet sur la sensibilisation. Et un troisième sur le respect des bonnes pratiques. Je vais développer maintenant ces trois volets. Le premier, étude du cadre juridique. Alors en sachant que le client n'était pas forcément sensibilisé à toutes ces problématiques de données de santé. Pour
lui, on était sur purement une problématique de transport. Il ne voyait pas tel problème de stocker informatiquement des données qui relevaient de savoir si l'enfant est handicapé ou pas. On s'est mis un petit peu dans notre pot d'entreprise avec un devoir de conseil, donc notre propre chef. Avant même de commencer le projet, on s'est dit on va intégrer dans le projet une étude juridique, aussi bien pour nous, en tant que prestataire, que pour le client, qui ait une bonne vision globale de tout l'impact que peut représenter ce type de projet et les applications que ça allait avoir en termes de délai ou en termes de coût par rapport au projet. Le deuxième volet, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire une fois qu'on a acté, qu'on avait effectivement fait une analyse qui démontrait qu'effectivement on était vraiment sur les données sensibles, des données de géolocalisation, etc. L'idée, c'était effectivement de toute l'équipe qui allait participer au projet, qu'elle soit sensibilisée à cette problématique-là. C'est-à-dire que du développeur, mais également le client, on est en permanence en tête, on est effectivement d'appliquer les bonnes règles, les bonnes pratiques qui sont liées au traitement des données sensibles. Donc effectivement, c'était quotidiennement, rappeler par rapport aux développeurs à tous les points hebdomadaires, on était bien dans les clous vis-à-vis des préconisations qu'on avait identifiées au départ grâce à l'analyse du cadre juridique. Et enfin, les bonnes pratiques. Là encore, c'est un peu lié au point précédent. Là encore, dès qu'on va échanger des données, c'est de bien s'assurer qu'on les échange sur un format qui est bien crypté, bien s'assurer qu'on utilise des canaux sécurisés. On va aussi travailler la pseudonymisation, puisque bien sûr il ne s'agit pas d'avoir une base complètement anonyme, parce que derrière la finalité c'est quand même pouvoir exploiter les données, mais est-ce que l'admin système qui s'occupe des sauvegardes de la base de données doit avoir accès au nom, prénom, email des usagers? La réponse est non. Donc vraiment, dès la conception, regardez comment est-ce qu'on va pouvoir développer les interfaces, et que si quelqu'un doit avoir accès à l'application, s'assurer qu'il a accès juste aux informations minimales qui lui permettent d'accomplir la tâche qui lui est assignée. Je arrive à la conclusion. Je vais me permettre une analogie avec une pratique sportive que j'affectionne particulièrement. Donc, vous voyez, alors je ne sais plus son nom, je crois que c'est Harold Donald. Il a escaladé, donc c'est le El Capitan du parc Yosemite, en ce qu'on appelle en free solo, donc sans assurage. Il est toujours en vie à l'heure où on parle. Pour moi, le privacy by design, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas au milieu de la voie, est-ce que je suis bien assuré, est-ce que j'ai bien mis mon baudrier, est-ce que ma corde est bien attachée? C'est quelque chose qu'il faut penser en amont, donc avant de commencer à escalader une paroi. Idéalement, on n'en a pas besoin, mais effectivement, si jamais on a le moindre problème, c'est toujours bien d'avoir une bonne sécurité. Merci beaucoup à nos trois intervenants. On va passer à la phase de questions. Est-ce qu'il y a une première question? Soyez pas timide. Même pas une petite? Ça vous avez été super clair. Ah, c'est gentil, merci. Bonjour. Par rapport au Cloud Act américain, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes parce qu'il me semble que si on met des données sur un serveur qui serait considéré américain, il suffirait juste d'un ordre d'un juge fédéral américain pour que toutes les données, même si le serveur est en France, soient envoyées aux USA. Donc est-ce que vous avez eu ce genre de cas à traiter aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de technologies américaines qui sont déployées? Comment vous... Je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas eu de cas, donc je ne saurais pas y répondre. Pareil, je n'ai pas d'expérience par rapport à ça. C'est une question qu'on me pose très régulièrement, parce que pour vous cacher, on utilise les services d'Amazon, alors qu'ils ont tout, y compris pour l'hébergement de données santé depuis le début janvier, on peut héberger des données de santé sur Amazon. Et effectivement, enfin, vous avez très bien résumé, si effectivement un juge fédéral américain, je suis loin d'être Ingrid pour en parler, je suis loin d'être spécialisé dans le sujet, mais tout ce que j'ai pu comprendre, effectivement, sur requête d'un juge, ils vont avoir accès aux données.
C'est aussi pour ça que quand on regarde, parce que pour travailler en santé connectée, notamment dans le cadre de la recherche médicale, on peut avoir des patients internationaux et même hors Union européenne. Pour éviter tout souci, c'est qu'ils accèdent au serveur où il y a les données qui concernent leur entité américaine. Donc nous, la recommandation qu'on a faite, c'est d'avoir plusieurs serveurs et d'avoir que des ressortissants américains sur les serveurs qui concernent les Américains. Et voilà, parce que une fois qu'on est saisi, on ne pourra pas dire oui, mais ça ne concerne pas que les ressortissants de notre État et pour sécuriser. Et on n'est pas obligé de donner tous ceux de notre entreprise. C'est-à-dire que, comment dire, dans le cadre de la recherche médicale, on peut avoir le CHU d'Angers, par exemple, travaille avec un hôpital américain. Et les données qui sont partagées, il n'y aura pas de ressortissants Moyen-Orient sur ce serveur. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais juste donner un complément d'info. Pour répondre jusqu'au bout, il y a eu effectivement, c'est un vrai sujet. Pour la citer, il y a une belle structure qui s'appelle Atos, qui est une pépite qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Trélazé, qui est de gros data centers. Depuis la mise en œuvre de RGPD et tant de choses, ils ont un afflux de rapprochement de données sur le pôle européen, justement par rapport à ça. Et ils sont en croissance extrêmement forte parce que les entreprises ont une vraie prise de conscience avec une migration des données pour pouvoir les protéger et les laisser dans un contexte européen. Je ne sais pas si Alexandre, qui est ancien élève, est encore là d'Atos, il est là, il peut peut-être donner quelques compléments d'information. Mais il y a une vraie tendance, là, depuis 1 an et demi, de rapatriement de données sur le sol européen qui garantit la protection de ça et la non-saisie dans un second temps. Et d'ailleurs, vous devez vérifier les mesures de sécurité de vos serveurs qui sont à l'étranger et on se rend compte, nous, du problème de la duplication des serveurs. Et que si le premier serveur est en Europe, la duplication de sauvegarde est parfois hors Union européenne et on se retrouve avec des transferts hors UE un peu surprise, quoi. Donc tout de suite, il faut aller soit demander le rapatriement, soit s'assurer des mesures de sécurité du serveur pour voir s'il y a des règles équivalentes ou leur demander de se mettre à niveau. Et pour le moment, il n'y a que le Japon qui est à niveau de l'Europe par définition. Voilà, j'avais juste une question en fait, parce que le RGPD est la donnée personnelle pour les acteurs qui veulent fournir des services et des services performants et qui ont besoin d'exploiter cette donnée personnelle. Si on envoie l'application du RGPD, il y aura bien des services qui viennent pas le jour. C'est le problème du tiers et de la transparence au départ. Et en fait, c'est vrai que sur ces services-là, c'est à un moment donné, c'est toute la confiance qu'on va créer, notamment dans un contexte de Smart City, sur la sensibilisation et l'information des citoyens pour qu'au départ, ils acceptent de donner le consentement, mais il faut une transparence au départ pour dire, vous voyez, on va redonner à des tiers, dans le cadre de l'innovation, pour offrir de nouveaux services, ces bases de données. Et c'est là où, à la limite, on peut même créer un pôle, un panel de consommateurs ou de citoyens. D'ailleurs, Angers, on est assez bien sensibilisé parce que Angers est une ville panel sur le plan du marché européen. Donc, toute solution testée sur Angers marchera sur le marché européen. Donc c'est vrai qu'il y a toute une démarche d'ailleurs qui évolue dans le cadre du territoire intelligent des collectivités territoriales pour bien accompagner et sensibiliser les habitants pour qu'ils donnent ce consentement au départ. Voilà, donc on est vite panélistes, du coup on va avoir une sensibilisation plus de nos habitants. Donc et ça intégré tout à la conception, tout by design. On a une dernière question ? Oui, bonjour, Renaud Laruelle, j'ai une société de conseil entre autres en protection des données, et donc on intervient aussi dans le cadre du RGPD. C'est pas une question, c'est une précision par rapport à la question précédente sur le lien avec les États-Unis. En fait, les entreprises américaines doivent être contrôlées par l'administration US et adhérer à ce qu'on appelle le Privacy Shield pour avoir, c'est pas le RGPD, mais c'est certaines garanties d'éthique et de fonctionnement pour pouvoir ensuite fonctionner relativement mieux avec l'Europe. Merci
Merci pour cette précision. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Bonjour, je suis Julien Midot, je suis développeur à Thales, ancien élève de l'ISET. Au moment où il y a eu l'annonce de la RGPD, on a parlé d'amendes très onéreuses. Est-ce qu'on a des retours sur des contrôles qui sont faits dans les entreprises, s'ils ont commencé ou si déjà des entreprises ont été condamnées? Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de ça. Donc on a des retours, donc on a entendu parler de quelques condamnations en record, comme Google qui a eu 50 millions d'euros. Là. Le temps quand même de monter un dossier, il ne faut pas oublier que là pendant la CNIL, vu que le RGPD, même si on le connaît et qu'on connaît son contenu depuis avril 2016, il est rentré en vigueur depuis mai 2018. Donc le temps d'instruire les dossiers, il y a des condamnations qui tombent actuellement, mais pas de confusion, c'est pas lié au RGPD, c'est déjà par rapport aux règles qui étaient en vigueur avant le RGPD, notamment pour Optic Center, pour ceux qui ont entendu parler. Pour information, Facebook a été condamné par le TGI de Paris pour des clauses abusives dans ses conditions générales d'utilisation. Pour un peu plus de 300 clauses non recevables, au sens considérées comme clauses abusives pour l'Europe, et la condamnation est de 30 000 euros. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on n'est pas dans un système anglo-saxon juridique et que même s'il y a des condamnations records qui sont prévues dans le cadre du RGPD, c'est plus par l'association de toutes les CNIL européennes, le G29, et en fait c'est vrai qu'on s'est organisé sur le plan européen. Si une CNIL lance une action contre un GAFA, toutes les autres vont s'associer à la démarche. On a aussi beaucoup de groupements de citoyens aussi et d'associations de citoyens qui se lancent, et c'est plus il y a une masse de plaignants, puisqu'on est sur du privé, que l'amende record sera importante. Maintenant, pour le particulier, est-ce qu'il a intérêt à porter plainte contre un GAFA? Il ne faut pas oublier que dans le droit européen et dans le droit français, il faut quand même pouvoir justifier d'un préjudice avant de demander la réparation. Et en général, ce n'est pas parce qu'on a utilisé mes données à mon insu que j'ai forcément un préjudice. Donc démontrer le préjudice pour le particulier. Après, le non-respect du RGPD, c'est une amende administrative et l'argent revient à l'État. Donc les condamnations records, pour le moment, c'est pour les caisses de l'État et pas pour le particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois.